Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis adjointe au responsable de l'Ecolab, qui est le laboratoire d'innovation par la donnée et l'innovation ouverte du MTE. Et donc, un de nos rôles, c'est d'être pour le compte du commissaire général au développement durable, l'administrateur général des données du ministère de la Transition écologique. Et donc, dans ce cadre-là, on a un peu une vue d'ensemble sur le cadre réglementaire de la donnée et de la manière dont, depuis quelques années déjà, ce cadre évolue pour essayer de mobiliser toujours plus la donnée au service de la transition écologique. Juste pour rappeler brièvement, la donnée, nous, on considère, et on n'est pas les seuls à le considérer, que c'est un des moteurs de l'innovation au service de la transition écologique. On le voit, nous, à différents niveaux. Le premier, c'est l'aspect systémique qu'a la transition écologique et la complexité de la transition que peut avoir la transition écologique. Et que finalement, cette complexité, ce systémisme de la transition écologique auquel on est confronté, finalement, on a cet outil qui est arrivé il y a une dizaine d'années, qui est l'outil du numérique et de la donnée, qui nous permet justement de gérer cette complexité et de gérer cet écosystémisme en pouvant cruncher des données toujours plus nombreuses. Parce qu'on a vu véritablement, et on pourra revenir sur l'aspect de la donnée responsable et du numérique responsable, mais tous ces gigabytes, ces terabytes de données qui nous arrivent, que ce soit par les traces numériques que l'on laisse en ligne ou par les capteurs, qui nous permettent d'avoir autant d'informations qui, combinées entre elles, nous permettent de, si on va au-delà, bien sûr, de l'utilisation première qui a été faite de ces données au service du ciblage publicitaire, de les mobiliser au service de la transition écologique. Et nous, on le voit de façon très simple au sein de l'Ecolab, puisqu'on a un programme de soutien aux écosystèmes des startups green tech françaises, que la majorité de nos startups utilisent ces données pour créer de nouveaux services, que ce soit pour mieux contrôler le nombre de pesticides qu'une machine agricole va pouvoir déverser en identifiant très clairement, voilà, là c'est la plante et là c'est effectivement le pest que vous essayez de détruire, que ce soit dans la gestion des smart grids pour les énergies intermittentes, que ce soit sinon même au niveau des territoires, de façon très prosaïque, identifier les îlots de chaleur pour mieux définir les politiques d'urbanisme d'une ville, ou que ce soit pour lutter contre le gaspillage alimentaire en cantine. La donnée est mobilisable et doit être mobilisée au service de la transition écologique. Encore faut-il, pour qu'elle déploie son plein potentiel, qu'elle soit disponible en quantité suffisante. On ne parle pas forcément de big data ici et de gestion de quantité astronomique à l'échelle d'un Amazon ou d'un Facebook. On peut faire aussi de leverager la donnée au service de la transition écologique sans qu'on parle de big data. Il faut juste qu'elle soit en quantité suffisante par rapport à notre besoin et qu'elle soit de qualité, excusez-moi, il y a une faute de frappe, suffisante et facilement accessible. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est vous présenter de façon très simplifiée un peu les trois vagues que l'on a pu identifier pour accélérer l'utilisation de la donnée. Une première vague au début des années 2000 avec la mise à disposition des données environnementales. Donc finalement, les données environnementales, la transition écologique a été finalement le fer de lance de cette politique de l'open data. La deuxième vague, c'est toute la vague de mise à disposition des données des administrations, de l'État et des collectivités avec l'open data. Et je pense que ici, vous êtes tous familiers avec ces différentes lois, la loi NOTE de 2015, la loi pour la République numérique de 2016, et puis le rattrapage qu'il y a eu avec la directive de 2019 sur les données ouvertes, qui s'appuie un peu sur le cadre réglementaire qui avait été mis en France et qui l'élargit au niveau européen. Et donc là, depuis environ 2 ans, au niveau de l'évolution réglementaire, on assiste à une troisième vague que moi j'ai appelée le shared data,
juste par parallélisme des formes avec l'open data, qui est la donnée partagée. Et on trouve ce concept de données partagées, enfin, c'est vraiment une évolution conceptuelle où on passe de la mise à disposition des données, donc un objectif vraiment quantitatif qui était dans l'open data, à un objectif qualitatif qui est celui de vraiment chercher à ce que ces données partagées puissent être réutilisables. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elles puissent être réutilisables? Ça veut dire que on travaille déjà à identifier en tant qu'acteur au sein de l'écosystème quels sont les besoins de ceux qui veulent réutiliser notre donnée et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cette donnée, que ce soit une montée en qualité, travailler sur l'interopérabilité ou autre. Et d'autre part, au-delà de cet aspect-là de partage, on passe d'une dynamique qui était vraiment de la mise en open data des données par les administrations à une donnée partagée qui doit circuler entre tous les acteurs. Donc, ce n'est plus à sens unique entre les administrations vers les citoyens et les entreprises, mais c'est également des entreprises vers les administrations, c'est le concept de données d'intérêt général, et c'est aussi des entreprises entre elles. Et cette stratégie, elle a été portée à la fois au niveau européen et elle se retrouve également, elle a été portée à peu près au même moment, enfin, c'était vraiment une concomitance des calendriers au niveau français. Donc, au niveau européen, c'est la stratégie de la donnée de la Commission européenne qui a été publiée en 2019 et qui dresse la feuille de route des prochains paquets data qui ont commencé à être discutés et à être mis en œuvre depuis 2019. Et en France, c'est le rapport Botoral de 2020 sur la donnée partagée qui a été repris quasiment intégralement par une circulaire du Premier ministre relative à la politique publique de la donnée en 2021. Donc, on est vraiment passé sur un cadre conceptuel de la mise en open data, assez statique, avec une donnée maintenant qui doit fonctionner en flux et être partagée par tous les acteurs. Et ce qui est vraiment important, c'est que dans tous ces textes, et c'est indiqué, et c'est vraiment quelque chose qui est au cœur aussi de la politique européenne, c'est qu'il y a deux objectifs derrière cette volonté de mieux partager la donnée. Un objectif économique, de faire de cet espace commun européen de la donnée un avantage concurrentiel pour nos entreprises, mais également un objectif d'atteindre nos objectifs en termes de transition écologique et nos objectifs climatiques. Et c'est vraiment les deux buts poursuivis par la Commission européenne et qui ont été repris au niveau français, derrière cette ouverture un peu massive du partage de données. Et je dirais, concomitamment à cette troisième vague, j'ai appelé la troisième vague plus, qui est celle du numérique responsable et la prise de conscience du fait que les données, ce n'est pas des choses qui sont abstraites. Derrière la donnée, il y a du matériel informatique, il y a des serveurs, il y a des ordinateurs, il y a vos téléphones portables, il y a des capteurs. Il y a de l'énergie pour permettre à tous ces matériels, une fois qu'ils sont produits, de fonctionner. Et donc, que la donnée numérique a un coût environnemental et qu'il s'agit en fait de s'assurer que ce levier très puissant pour la transition écologique puisse continuer à être développé, mais en prenant en compte et en considération son coût écologique. Et donc là, il y a deux documents un peu fondateurs très récent de cette prise de conscience qui a été poussée, qui ne vient pas forcément uniquement de l'État, mais qui a été aussi poussée par les acteurs de la société civile, en particulier WWF et l'INR, qui a conduit l'État à prendre une feuille de route gouvernementale sur le numérique et environnement en 2021 et fin 2021, la loi REEN sur l'empreinte environnementale du numérique. Le deuxième point que je voulais évoquer avec vous sur ce cadre réglementaire et un des concepts qui est vraiment au centre de la stratégie de la donnée de la Commission européenne et qui est repris au niveau français, c'est ce concept d'espace commun de données. Qui se définit selon moi, et ça c'est vraiment une définition personnelle, ce n'est pas une définition normée, donc elle est amenée à évoluer, qui est de voir très bien, notre objectif c'est de partager nos données, et le bon vecteur, c'est peut-être de le faire à travers un espace commun de données qui doit être défini par cet objectif de partage de données, d'une part, qui doit être
d'autre part, défini par le type de données que l'on partage. Comme je vous l'ai dit, on va au-delà de l'open data. Donc, ce n'est pas des portails d'open data dont on parle quand on parle d'espace commun de données. On parle certes de partage de données publiques ouvertes, mais aussi de données restreintes. Que deuxièmement, ces espaces communs de données regroupent des écosystèmes qui sont mixtes. Des entreprises, l'État, des collectivités territoriales, des associations, avec un objectif qui est la réutilisation effective et efficace des données. Et de cette définition, en fait, ensuite découle la solution technique que va pouvoir prendre cet espace commun de données, et elle n'est pas figée. Elle dépend vraiment des objectifs et des besoins identifiés par l'écosystème qui souhaite mieux partager ces données. Et donc, on trouve à la fois des espaces communs de données qui peuvent être très centralisés, du type en gros entrepôts de données, où la donnée qui va être partagée est stockée et centralisée en un point précis, ou des espaces communs de données décentralisés qui prennent plus la forme de catalogue. Et je vous présenterai par exemple le projet Green Data Forest très rapidement, que l'on porte à l'Ecolab et qui est un espace commun de données pour partager ou améliorer la repérabilité des données environnementales au service de la santé environnement. Excusez-moi. Par ailleurs, comme je le disais, effectivement, centralisé, décentralisé, et après, ça prend des formes très variées. Ça peut être d'un simple catalogue jusqu'à quelque chose de plus compliqué, comme l'entrepôt, ou même ce que vous avez sûrement en tête, le Health Data Hub, qui est un espace sécurisé permettant la manipulation à l'intérieur de cet espace des données. Je ne sais pas si peut-être avant, parce que j'ai donné en fait beaucoup d'informations, si avant de rentrer peut-être dans l'explicitation de ce que c'est, la présentation de ce que peut être un espace commun de données, je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Alors, pas dans le chat. Très bien. Et je surveille. Très bien, parfait. Donc, pour donner un petit peu de corps, on va dire, à ce concept qui reste encore abstrait, hein, puisqu'on est vraiment au début de l'aventure, on est plus familier avec les portails open data, et finalement, un espace commun de données, qu'est-ce que c'est? C'est un peu un portail plus de l'open data et de la data restreinte. Je voulais vous présenter rapidement le Green Data Forest, qui est une action phare du Plan national santé-environnement, où on est parti d'un constat qui était qu'il y avait les chercheurs en santé et environnement avaient des difficultés à repérer les bases de données environnementales, avaient des difficultés à y accéder et avaient des difficultés enfin à utiliser ces bases de données environnementales, parce que les bases de données environnementales, elles ne sont pas collectées dans un but pour faire de la recherche en santé et environnement, elles sont collectées dans un but de rapportage, dans un but de police de l'environnement, mais pas dans un but premier de faire de la santé et environnement. Donc, autour de ces besoins que l'on a identifiés, donc de l'écosystème que l'on a identifié, on est en train de construire ce que nous, on considère être un espace commun de données dans une forme assez simple, d'un point de vue peut-être technologique, ou quelque chose dont vous êtes plus habitué, qui prend en fait finalement la forme d'un catalogue en ligne de données, de ces données environnementales pertinentes, publiques, qu'elles soient ouvertes ou qu'elles soient fermées. C'est-à-dire qu'on va au-delà dans ce portail d'un portail comme data.gouv, où on fait de l'open data. Ça permet aussi de repérer, d'améliorer la repérabilité. Et là où l'espace commun de données, finalement, va un cran plus loin d'un portail classique de données, c'est qu'on l'accompagne de 2 modules qui nous paraissent cruciaux pour vraiment arriver à atteindre cet objectif, qui est le partage effectif et la réutilisation de ces données, qui est un module d'accompagnement juridique pour répondre aux questions notamment des producteurs de données quant à la qualification juridique de leur base de données et des conditions dans lesquelles ils doivent partager cette base de données. Parce qu'avec l'arrivée de la RGPD, c'est vrai qu'on a vu un peu de disruption dans ce flux de partage de données, et que les gens qui partageaient leurs données sont devenus un peu plus timides du fait des risques considérés à mal appliquer le RGPD. Et le deuxième module qui fait aussi que cet espace commun de données va au-delà et quelque chose qui va au-delà d'un portail, c'est qu'il y a une volonté d'avoir une animation
importante de l'écosystème permettant de mettre en regard les producteurs et en discussion les producteurs de données environnementales avec les chercheurs, créer des groupes de travail pour qu'ensemble, on puisse identifier les bases de données prioritaires à monter en qualité, les problématiques d'interopérabilité que le groupe de travail pourrait être amené à prendre en main pour améliorer concrètement la possibilité d'appareiller nos bases de données environnementales avec les bases de données de santé qui sont utilisées par ces chercheurs. Voilà, j'ai déjà été très longue, mais c'était un peu le point que je voulais vous faire pour donner un peu corps autour de ce concept d'espace commun de données qui est vraiment au cœur de la vague 3 de la donnée au service de la transition écologique et qui passe d'abord par la collecte et le partage de ces données. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. Je propose en fait de donner la parole à Virginie, qui pourra ainsi faire un retour d'expérience sur La Rochelle, territoire zéro carbone, et comment aussi cette collectivité a créé un commun pour mieux partager les données avec cette finalité-là, qui est donc de restreindre le coût carbone du numérique. La Rochelle, on a fait en 2017-2018 une première réponse à un gros plan d'investissement de l'État qui s'appelait Territoire d'innovation. Et notre objectif, c'était d'atteindre la neutralité carbone en 2040, à la fois en réduisant, en séquestrant et en compensant nos émissions de gaz à effet de serre. Sur La Rochelle, un peu étendue, on a 2 millions de tonnes par an d'émissions de CO2. On s'est rendu compte que si les individus n'étaient pas impliqués, on n'arriverait jamais à ce résultat nul. Donc, est venue l'idée d'une plateforme commune numérique du territoire qui permet d'avoir un catalogue de données. Parce que la grosse question justement dont parlait Hélène, c'est l'accessibilité aux données. Il faut savoir qu'elles existent. Et une fois que la donnée sur le catalogue, même si la donnée en elle-même, le jeu de données n'est pas accessible, son existence sur un catalogue est trouvable. Donc, on peut demander aux producteurs de la réutiliser avec de la donnée qui est soit open data, soit en share data, au sens où nous, elle dépend d'une autorisation donnée par le producteur de données. Donc, derrière, on aura des contrats intelligents pour aider et encadrer juridiquement l'utilisation de ces jeux de données afin de favoriser la réutilisation. Et puis, on envisage une régie de données personnelles pour faire du crowdsourcing. Et donc, impliquer aussi l'individu dans tous ces projets de résilience territoire. Sur cette grosse plateforme, donc on a cette partie catalogue, alors un peu à la Rudy, avec cette mise en évidence des données territoriales, et pas seulement des données de la collectivité ou de l'université. On a également cette régie de données personnelles. Donc derrière, ça veut dire qu'on aura la possibilité d'avoir des projets de self-data très importants parce qu'on est tous équipés de capteurs, notamment nos smartphones. Donc pour tout ce qui est transition environnementale, on produit énormément de données que la collectivité peut réutiliser. Par exemple, sur les mobilités, nos traces de mobilité. On aura également une sorte de bureau virtuel pour faire du décisionnel sur nos cas d'usage, parce qu'on a une dizaine de cas d'usage, dont l'alimentaire, dont la rénovation énergétique des bâtiments, la mobilité, le suivi du projet, quand même, on envisage quand même d'atteindre la neutralité carbone en 2040, donc il y a d'énormes indicateurs à produire. Également, tout ce qui est au niveau du carbone bleu et du carbone vert, c'est-à-dire la séquestration du carbone par les environnements marins. Donc, cette plateforme, elle répond à un besoin du territoire. On ne l'a pas inventée juste parce que ça nous faisait plaisir, mais parce que c'était un outil qui n'existait pas à l'époque. Donc là, on est déjà en 2017-2018 pour faire ça. Et cette idée de plateforme, elle vient aussi des idées de demande de producteurs de données qui nous ont dit « Moi, je veux bien collaborer à votre projet territorial, votre implication dans la réduction des gaz à effet de serre, elle m'intéresse, mais je ne peux pas rendre publique ma donnée, publique au sens de réutilisable par tous. C'est-à-dire que je ne peux pas mettre ma donnée, mes jeux de données, pour des raisons soit de sécurité, soit de secret commercial, soit ce sont des données personnelles, en open data. Donc, cette idée de share data, pour nous, c'est de dire je peux mettre à disposition de certains mes données, et puis ensuite, il faudra que je valide une par une les cas de réutilisation, avec bien évidemment des garanties de traçabilité. Donc, notre plateforme va un peu faire ça. On aura également un outil, histoire de
d'être responsable. Alors, responsable pour nous, hein, on l'entend sous deux sens. On l'entend donc le sens qui doit réparer les dommages qu'il a causés. Donc, ça, c'est le sens environnemental, on va dire. Et puis, le deuxième sens, c'est qui doit rendre compte. Donc, dans ce sens-là, on aura un outil qui sera bien évidemment open source, qui s'appelle une matrice de croisement de licences de jeux de données, pour aider à la décision et favoriser toujours le partage de ces données. Donc, on retrouve vraiment ce que Hélène disait hein, sur les outils numériques pour animer, pour motiver les gens à partager des données. Et puis, sur les objectifs, moi, je me retrouve tout à fait dans son projet. Et enfin, on va avoir justement la possibilité d'interopérer avec d'autres plateformes. Enfin, ça, c'est notre but. On commence à peine hein, à se poser la question de comment faire pour que notre plateforme, c'est-à-dire les jeux de données qui sont dessus, on puisse appairer notamment notre catalogue avec le catalogue d'autres plateformes. Toujours pour essayer de rendre accessible le plus possible l'existence du jeu de données. Et c'est aussi de réduire l'empreinte environnementale, parce que moi, quand je recherche des données, je consomme énormément de requêtes, de temps de travail et autres. Et puis derrière tout ça, donc, la plateforme, c'est notre super outil technologique, on va dire. On a un autre outil qui est moins technologique, mais qui est un outil d'animation qui s'appelle le service public territorial des données. Alors, on n'est pas les seuls à le faire, hein, bien évidemment, puis on est beaucoup moins avancé que plein de monde. Hein. On a un peu copié ce que faisaient Rennes, Lyon et tous les autres. Hein. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que le temps de traitement des données était souvent inférieur au temps d'acquisition des données, au sens de négociation entre le producteur et le réutilisateur, pour définir les conditions d'accès, les conditions d'utilisation, les conditions de conservation des données. Et que ce temps-là était souvent négligé dans nos projets, en tout cas, où on pensait que la donnée, c'était donnée, alors qu'en fait, la donnée, c'est une obtenue. Voilà. Merci Virginie. Est-ce qu'éventuellement on peut prendre 5 minutes pour aborder cette question de la convergence entre les comportements individuels et cette volonté qui est portée par le territoire d'avoir en fait un impact carbone le plus faible possible, y compris dans sa démarche de transition numérique, notamment peut-être avec les démarches que vous menez au titre du self-data. En fait, pour reformuler ma question, comment vous vous engagez sur l'axe de sensibilisation data du grand public pour que ça puisse servir cette finalité supérieure? Alors, là, je vais répondre vraiment au sens du service numérique, hein, parce que après, c'est les collègues par thématique métier qui qui travaillent vraiment sur les cas d'usage, par exemple, carbone bleu, carbone clair. Alors, nous, on a copié Lyon avec le self-data en essayant au départ d'éduquer à la gouvernance de données personnelles sur la thématique de la mobilité. Alors, pourquoi la mobilité? Parce que tout le monde a une opinion dessus, qu'on se déplace ou qu'on ne se déplace pas. Si on ne se déplace pas souvent, c'est qu'on a une bonne raison aussi. Et qu'on voulait, comme on est quand même un service numérique derrière, faire prendre conscience que les données, ça existe, que les données, il y a des enjeux sur la production, la réutilisation des données. Il y a une asymétrie entre moi qui produis ma donnée et l'écosystème qui va les stocker, par exemple moi et Google. Et on pensait que ça pourrait nous servir également à impliquer des individus dans la gouvernance de notre projet La Rochelle zéro carbone. C'est-à-dire qu'en fait, on les mobiliserait sur une thématique qui leur est motivante, la mobilité, et que de fil en aiguille, on arriverait à vraiment les faire intervenir sur la gouvernance de la plateforme. Parce que la plateforme, on la voudrait comme un commun, et le service public territorial des données aussi. Et en fait, on s'est rendu compte que notre projet de self-data était beaucoup trop axé data pour nos participants, que eux, ce qu'ils voulaient, c'était vraiment participer à la diminution immédiate de leur empreinte environnementale. Donc là, on essaye de mettre d'autres outils en place, donc la fameuse régie de données qui arrivera plus vite que prévu, parce qu'ils veulent en fait que les collectivités, enfin nous en tout cas, on s'empare de leurs données personnelles pour fabriquer notre politique publique. C'est vraiment ce qui est ressorti, hein. C'était pas moi j'exploite mes données pour moi-même, mais c'est mon approche individuelle, je la mets au service du collectif parce que le projet du collectif me séduit et qu'en même temps vous me garantissez la sécurité de mes données, une production et une sécurisation fiable, et puis que vous les supprimez après, et puis vraiment vous avez tout fait pour que j'ai confiance en vous. Donc,
Et derrière, nous, on a commencé sur la mobilité. On s'est rendu compte qu'on a été très vite dépassé sur cette thématique-là parce que les participants étaient finalement déjà très, très vertueux sur leur mobilité, puisque souvent, ceux qui sont rentrés dans l'expérimentation, ils prennent quasiment plus leur voiture et qui nous demandaient des choses sur lesquelles on n'avait pas du tout travaillé, par exemple l'alimentaire. C'est-à-dire en fait, ils sont arrivés sur la thématique de la mobilité parce qu'ils étaient déjà en pleine maîtrise, on va dire, de cette problématique environnementale-là, pour nous demander, à nous, collectivités, de travailler sur l'alimentaire. Sauf qu'ils sont adressés à moi, service numérique, donc je ne suis pas forcément en capacité de leur répondre. Mais nous, on va faire travailler le projet. Nos scientifiques, parce qu'on a le CNAM GRICO qui travaille via des entretiens semi-directifs avec nos participants, nous a conseillé de faire une sorte de Enum Lab, c'est-à-dire un laboratoire d'expérimentation numérique pour que justement toutes ces personnes-là puissent s'alimenter entre elles, qu'elles n'ont pas toutes le même point de vue, notamment sur la gouvernance du projet ou sur l'usage des données, et que nous, on les suit. Voilà. Puisque Open Data France s'est fortement impliqué en 2022 justement sur cette question écologique de la donnée dans un double axe. C'est comment en fait on limite les externalités négatives, mais comment aussi, et à l'instar de ce qu'a évoqué Hélène en début de webinaire, comment on peut en fait mieux partager la donnée, mieux mettre à disposition la donnée pour nous aider en fait à travailler sur le phénomène de transition énergétique et sur cette démarche. Voilà, donc Jean-Marie, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, effectivement, on est intervenu à de nombreuses reprises sur l'intérêt de l'utilisation de la donnée dans le champ de l'environnement. Mais quasiment à tous les coups, la question a été posée de nous dire, au fond, le numérique, c'est bien, la data, c'est bien, mais c'est aussi une source de pollution. Alors, on s'est dit qu'on devait traiter cette remarque qui est tout à fait juste en disant, au fond, est-ce qu'on pourrait proposer aux collectivités d'appliquer des bonnes pratiques pour justement limiter leur impact écologique. Alors, vous connaissez ces chiffres-là que je vous présente. Vous savez que le numérique, c'est un très gros consommateur d'électricité, un très gros générateur de gaz à effet de serre. On dit le troisième, si c'était un pays, ce serait le troisième pays au monde. Alors quand même, 1500 TWh, ça fait quand même l'équivalent de 100 réacteurs nucléaires. Hein. Donc, ce n'est pas un petit sujet quand même, quand on voit comment un réacteur peut poser beaucoup de problèmes. Alors, la data à l'intérieur, c'est pas, bien sûr, le numérique ne se réduit pas à la data. Il y a aussi beaucoup de choses qui n'ont pas beaucoup d'intérêt pour nous, mais c'est quand même 15% de tout ce trafic-là. Et par ailleurs, on sait que la donnée devient de plus en plus multiforme, plus nombreuse, temps réel, on peut le généraliser dans le sens du big data, avec une croissance qui est plus qu'exponentielle, hein, puisqu'en fait, elle est absolument terrifiante, et que donc, on doit aujourd'hui se poser la question très sérieusement de comment faire en sorte que la data ne soit pas une source complémentaire de nuisances environnementales. Alors, on l'aborde sur le cas de l'énergie, des gaz à effet de serre, vous savez aussi, et Richard Hanna en a parlé il n'y a pas très longtemps, c'est aussi un impact sur les ressources naturelles et puis aussi parfois sur l'exploitation humaine, donc sur la responsabilité aussi sociale que l'on peut avoir par rapport à ce business du numérique. Alors effectivement, comme tu le disais Magali, on avait donc à la fois travaillé sur la partie data for grid, c'est-à-dire comment la donnée peut être mise au service de l'environnement, et notamment parmi les projets que l'on a aujourd'hui, on s'intéresse à des outils qui permettraient de découper les bases nationales à l'échelle territoriale pour qu'au fond, une commune, une PCI, une agglomération, une interco puisse récupérer de nombreuses données qui concourent à la compréhension de leur territoire, que ce soit sur la biodiversité, que ce soit sur les risques naturels, que ce soit sur les trames biologiques, que ce soit beaucoup de sujets. Mais un pendant, c'est aussi Green for Data, c'est regarder l'externalité négative des données, et pas uniquement des données relatives à l'environnement, mais toutes les données. Hein. Donc, c'est un travail que l'on a engagé avec l'INR et la FING, tu l'as cité. Puis avant de l'engager, on s'est quand même posé la question de qu'est-ce que les collectivités pensaient de tout ça, et on leur a posé des questions, et elles nous ont dit, bon, bah, nous, en fait, on n'a pas beaucoup aujourd'hui d'outils, de méthodes pour piloter l'impact de la donnée. Bon, au mieux, on a un suivi des données téléchargées, mais enfin, ça va pas très loin, vous le voyez. Et quand on leur pose la question de est-ce que ça vous intéresse, ben, il y a quand même plutôt oui, majoritairement, et en particulier, on aimerait avoir des outils de suivi pour mesurer et pour évaluer l'impact de notre politique data. Donc, on voit que c'est un sujet qui est quand même assez prégnant auprès des collectivités.
Alors, ce sujet-là, vous imaginez bien que quand même l'État s'en est emparé depuis quelque temps, et notamment au sein de la DINUM, dans le service qui s'appelle les mines NUMECO, mission interministérielle numérique éco-responsable, et dans des discussions avec le CNUM d'un côté, avec les orientations de l'État et avec les règles, la réglementation qui existe. On a parlé de la Lorraine. Je rappelle que la Lorraine, quand même, elle nous fixe une date qui est 2025 et qui dit que les communes de plus de 50 000 habitants, c'est-à-dire des grosses communes, doivent élaborer une stratégie numérique. Donc, c'est un sujet que l'on va devoir traiter assez rapidement. Alors, cette direction interministérielle travaille sur tous les sujets du numérique, bien sûr, pas que sur la data. Hein. Elle part des objectifs, elle mesure, après elle identifie les axes de progrès, et puis elle met en place des outils. Et de la même façon, et d'ailleurs, elle produit un document qui est tout à fait intéressant et qu'on a mis d'ailleurs sur le site du mois de la data, que vous retrouverez, il est déjà en ligne d'ailleurs, je l'ai fait tout à l'heure. On retrouve des guides de bonnes pratiques pour l'ensemble des domaines attachés au numérique. Et il y a un petit volet qui concerne les données, hein, mais ça ne va pas quand même très, très loin. Alors, si on affine un petit peu ça, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 entrées, donc ce n'est pas du tout négligeable non plus. Et donc, on s'est quand même dit, bon, malgré tout, ça mériterait de faire un travail d'appropriation, d'investigation plus important. Ça concerne plusieurs dizaines de milliers de collectivités. Il faut vraiment savoir de quoi on parle. Et donc, on s'est dit, bon, on va mettre en place, au même titre qu'il y a un référentiel Green IT, on va faire un référentiel Green Data pour pas chercher trop loin les terminologies, qui a vocation à être un cahier complémentaire à Green IT, avec exactement la même formalisation, la même évaluation, la même présentation, mais qui va faire un travail un peu plus poussé sur le sujet de la data, à la fois en termes de bonnes pratiques et à la fois en termes d'outils. Vous voyez, les objectifs, c'est pour le milieu de cette année 2022. Alors, bien sûr qu'il y aura des versions, des itérations, mais enfin, on veut quand même aller assez vite à des produits très tangibles. Alors, si on prend l'exemple de bonnes pratiques pour la data, bien sûr qu'on se pose la question de réduire la volumétrie. On essaye d'éviter les doublons. Hein. Tout à l'heure, Virginie en parlait en disant il y a le Dry Data Mars, Week, qui permet de faire un peu le ménage. On peut se poser aussi la question d'alléger la taille des fichiers pour ne pas être obligé de télécharger des gros fichiers alors qu'une seule partie nous intéresse, relatif à un périmètre géographique donné ou à une date donnée, une période temporelle donnée. Bien sûr, systématiser les API quand on a des grosses volumétries ou beaucoup de changements d'état. La qualité des données est importante. Hein. Une donnée qui n'est pas de qualité, qui n'est pas interopérable, elle ne sert à rien. Donc, elle utilise inutilement les réseaux et les serveurs. Hein. Donc, toute la question de à la fois leur qualité, mais aussi leur découvrabilité pour qu'elles servent à quelque chose, c'est un point qui est assez important. On peut se poser aussi la question des portails. Hein. Parfois, on voit des portails avec des sapins de Noël. En fait, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'avoir autant d'images pour présenter des données? Bon, voilà, c'est un choix. On en avait parlé la dernière fois avec Richard Hanna, c'est aussi s'assurer que notre politique d'hébergement est raisonnable, hein, soit en propre, soit vis-à-vis des structures sur lesquelles on s'appuie. La gestion de l'archivage, on trouve beaucoup et très souvent des données qui n'ont rien à faire sur les portails Open Data parce que ce sont des données qui sont de nature d'archives et qu'on pourrait mettre ailleurs, accessibles mais ailleurs. Bref, il y a quand même pas mal d'actions, on en donne quelques-unes ici. Alors, dans cette discussion qu'on a eue récemment avec des collectivités, certaines nous ont fait remarquer, et ce n'est pas dénué de sens, hein, de dire oui, alors attention, peut-être que les fichiers en open data sont des fichiers plats, pas très volumineux, c'est peut-être pas un sujet très très important, c'est pas ça qui va faire changer la chose. Par contre, il y a probablement au niveau des données big data, temps réel, IoT, qui sont aussi des données en open data, hein, dans beaucoup de cas, produites par les collectivités locales, où là, l'impact en termes de volumétrie est beaucoup plus important. Donc, effectivement, il faudra voir où est-ce qu'il faut porter l'effort, mais je pense que sur l'ensemble des sujets, on peut travailler intelligemment. Et donc, on a commencé à construire aussi ce référentiel des bonnes pratiques. Il est en cours d'élaboration. On aura l'occasion de le présenter d'ici quelques mois. Voilà. Voilà pour la présentation sur la partie sobriété en quelques mots. Voilà. Actuellement, la DINUM, la direction interministérielle du numérique, anime un groupe de travail sur les espaces communs de données afin de définir un petit peu une doctrine sur ce que serait un espace commun de données public. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, on a commencé à cartographier un petit peu les espaces
commun de données, je ne pense pas que cette cartographie soit publique. Disons que la difficulté étant que, comme je l'ai dit, ce ne sont pas des objets qui sont définis par leur technologie, mais plutôt par leur objectif. Et que c'est par ailleurs très récent. Donc, le plus connu côté des espaces communs de données, c'est le Health Data Hub, le plus avancé. Au niveau des régions, Equitia, l'espace commun de données qui est créé en Occitanie, fait partie effectivement de ce qu'on considère être un espace commun de données, mais il est fort possible qu'au niveau, avec cette définition large, au niveau de vos collectivités, vous ayez déjà ce qu'on appelle des espaces communs de données. Donc non, pour le moment, réponse courte, il n'y a pas de cartographie, mais je pense qu'elle va venir au fur et à mesure que la doctrine se clarifie. Il y a une autre initiative qui est intéressante et qui permettrait aussi d'avoir une certaine visibilité, c'est l'initiative Gaia X, qui est une initiative européenne portée, initialement franco-allemande, l'objectif étant de créer un cloud européen qui serait une fédération de cloud, parce qu'effectivement, on considère que ça va être difficile de rentrer en compétition frontale avec les énormes clouds américains qui sont Microsoft, Amazon et Google, et qu'en Europe, on peut faire émerger une alternative, mais qui soit plus sur la base d'une fédération de plus petits clouds. Et dans ce cadre-là, a été créé des verticales pour identifier des cas d'usage sur lesquels les industriels, et en priorité les grands groupes, souhaiteraient développer des espaces communs de données. À ma connaissance, il n'y a pas de dispositif technique qui permet d'éviter ça, ni même d'ailleurs de le mesurer. Par contre, je pense que c'est plutôt des bonnes pratiques où en fait on invite l'ensemble des plateformes qui moissonnent, notamment, qui référencent les données qui existent. On le trouve souvent au niveau des plateformes territoriales où le département moissonne les données des communes et des EPCI, puis la région référence l'ensemble des données du territoire, y compris, et pour la troisième fois, celle de la commune qui était aussi présente sur le département. Et puis parfois, on les retrouve une quatrième fois au niveau d'Etalab en plateforme de référencement global. Et là, il est légitime de doublonner les descriptions de ces données-là, mais pas les supports physiques de la donnée, pas les jeux de données. Donc, chaque fois qu'on en verra, on y fera la chasse, mais on ne peut pas aujourd'hui tout à fait l'empêcher. Il faut plutôt sensibiliser les opérateurs à faire attention à ce point-là dans les plateformes qui mettent en œuvre. Merci. Et Virginie, tu voulais intervenir aussi en réponse à cette question? Oui, en fait, on a eu il y a quelques jours un webinaire sur les catalogues de données, le catalogue de données interne d'une collectivité ou d'une organisation. Et c'est un outil qui permet également de regarder la fraîcheur de ces jeux de données et leur mise à jour. Avec une bonne administration, on peut se dire, quand on le suit, qu'on le gère, de revérifier ses sources de données, vérifier s'il n'y a pas des API qui existent, qui sont maintenant, alors qu'elles n'y étaient pas au moment où on a créé le catalogue. Et donc, c'est un patrimoine qui est vivant. Et je voulais aussi, pas répondre à la question, mais revenir sur la présentation qu'a fait Hélène là, sur les plateformes de données communes. Et puis la notion de share data. Alors, je comprends l'intention, mais je voudrais être vigilant à ce que ce ne soit pas un moins 10 ans open data, en fait. C'est-à-dire qu'au fond, on sait que dès qu'on va dire share data, beaucoup d'acteurs qui sont assez réticents à la production de données open data vont s'engouffrer dans la maille en disant ben oui, nous, on a des share data, vous comprenez. Donc, j'aurais préféré qu'on change le vocabulaire en l'appelant openness data, encore plus ouverte, des choses comme ça, plutôt que quelque chose qui pourrait être moins 10 ans open. Voilà. Mais ça, je ne sais pas si Hélène peut réagir à ça. Oui, non, mais c'est un très bon point. Ce que je pourrais dire, c'est qu'on est tout à fait d'accord avec ça et que cette nouvelle vague ne remet pas en cause les textes réglementaires qui font quand même que le socle d'arriver à mobiliser la donnée passe par de l'open data avant tout.
Donc là, c'est juste une couche au-dessus, mais ça ne se substitue absolument pas aux obligations réglementaires d'open data, et on ne peut pas se cacher derrière le share de data plus limité pour dire qu'on ne fait pas d'open data par ailleurs. L'espace commun de données ne se définit pas par une technologie, mais par un projet. Et le projet, c'est de partager des données au sein d'un écosystème pour des buts particuliers. Et pour moi, c'est vraiment important d'identifier quels sont les besoins et les irritants et pourquoi on partage ces données, pour ensuite définir la manière dont on les partage. Il y a plein de façons de les partager. Il y a une façon qui est celle qu'on a prise, par exemple, pour le Green Data for Health, et qui est assez économe en termes de numérique responsable, qui est finalement, le problème étant la repérabilité des données et l'accès des données, on fait un catalogue des données. Les données, elles ne sont pas stockées par cette autre entité qui est le Green Data for Health. À l'inverse, vous avez des espaces communs de données où les gens peuvent peut-être faire le choix de mettre au pot commun leurs données dans un entrepôt centralisé, et qu'ensuite les personnes, en fonction de règles à définir, qui doivent respecter effectivement la RGPD et toutes les réglementations, l'espace commun de données n'est pas un moyen de contourner ces règles. Ou alors, l'autre cas de figure, c'est aussi le Health Data Hub, où le Health Data Hub en tant que tel ne stocke pas une quantité importante de données, mais les données qui sont stockées par les organismes de santé sont envoyées dans le Health Data Hub pour ensuite être manipulées par les chercheurs. Donc en fait, un espace commun de données, c'est un objectif, et ensuite c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez atteindre cet objectif. Et pour revenir à la question sur le RGPD, on est d'accord que c'est un vrai problème, enfin, c'est pas un problème, mais la RGPD a introduit de la complexité dans le partage de données qu'on n'avait pas avant, qui est une complexité, je dirais, qui est bienvenue, parce que les gens ont le droit effectivement au respect de leurs données propres, mais que du coup, ça conduit aussi à une surprotection de la part des producteurs de données, des gestionnaires de données qui ne veulent plus partager leur base de données, alors même que ça serait en conformité avec le RGPD. D'où le module qu'on développe pour le Green Data for Health, parce qu'on s'est aperçu que c'était un des freins principaux au partage de données, qui est d'aider les producteurs de données environnementales à qualifier juridiquement leur base de données et le régime juridique qui s'applique au partage de leur base de données. On est au début de l'aventure, je ne veux pas donner des faux espoirs sur le Green Data for Health, on est vraiment au début, voilà ce que l'on voudrait faire. Ce qui est important de dire, c'est que les données environnementales, à la fois ont des volets RGPD non négligeables, mais ça ne se réduit pas d'ailleurs qu'à la RGPD. Il peut y avoir aussi des données dont la publication dans l'État peut poser des problèmes vis-à-vis de la sécurité du territoire, vis-à-vis de la propriété industrielle, dans certains cas. Donc, il y a beaucoup de sujets de protection dans ces données-là. Alors, quand on a dit ça, on sait qu'il existe des règles, des méthodes pour anonymiser, supprimer les données qui poseraient problème ou les rendre agrégées à des échelles qui vont bien. Mais que ce n'est pas un régime de tout ou rien. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a une donnée à caractère personnel dedans, ou un endroit où on présente ce que c'est l'arrivée de l'eau potable dans une ville, il faut que l'ensemble du jeu de données disparaisse. Il faut juste que cette partie-là soit cachée, en fait. Donc, on doit arriver à trouver un juste milieu entre la protection des uns et des autres, et puis leur ouverture. Voilà. C'est à la fois un retour d'expérience et une question. Je constate, en fait, je travaille dans un service études diffusion, on est sur la donnée territoriale. Donc, voilà. Donc on travaille avec énormément d'opérateurs territoriaux sur la région Bretagne. Et mon interrogation, elle porte sur est-ce qu'on connaît, on a des principes un peu pour, justement, on se disait les objectifs first, et après, par rapport aux objectifs, on va constituer de la donnée qui permette d'alimenter voilà, un silo, on peut l'appeler comme on veut, un espace qui constitue, et qui donne à fin statistique le meilleur usage pour l'objectif. Donc, objectif et données. Et je constate, moi, assez souvent, alors je ne sais pas pourquoi, parce que c'est peut-être plus facile, plutôt l'inverse. C'est-à-dire, on va prendre de la donnée, tout déverser quelque part, et un peu, du coup, avoir comme un espèce de lac qui est très pollué en données. Il y en a tellement, c'est mélangé. Et donc, du coup, il y a une inversion de valeur parce que l'idée, finalement, c'est la technologie qui l'emporte. Il faut alimenter, il faut faire de la donnée beaucoup.
Et ma question, c'est est-ce qu'il y a je sais pas, des expériences, des principes qui font qu'en termes de pilotage, gouvernance, travail en commun collectif, on a des principes qui permettent de s'assurer autant que faire se peut qu'on a vraiment toujours l'objectif objectif first, quoi. Et puis après, on construit le projet autour de ça. Est-ce qu'il y a des retours d'expérience, des documents, des choses qui existent que moi, je pourrais consulter pour me dire « Ah ouais, ça marche comme ça, on arrive bien toujours à un objectif first ». Je pourrais répondre, mais comme Hélène, hein, nous, c'est un projet qui est en cours de construction, mais justement, c'est en cours de construction par rapport à des cas d'usage. Donc, on a un inventaire de données par cas d'usage et qu'on essaye d'ailleurs de récupérer, parce que pour nous, c'est plus compliqué de récupérer les données, on n'y arrive pas toujours facilement. Et ensuite, si on n'a pas besoin de jeux de données supplémentaires, on ne les stockera pas. Nous, notre démarche plateforme et notre démarche cas d'usage, elle est vraiment orientée, alors, par l'éco-conception de la plateforme, ensuite parce qu'on veut que notre plateforme, même très, très, très utilisée, elle reste stable en consommation énergétique, et puis parce qu'on reste sur des principes de sobriété de la donnée. Hein. Mais après, à La Rochelle, on avait écrit une stratégie pour la ville de La Rochelle en 2016, où on commençait à dire, alors en termes mesurés, que le numérique, c'était une aberration environnementale. Donc, ce n'est pas tellement évident. Après, c'est plus compliqué à mettre en place, notamment dans des appels à projets, parce qu'auprès de nos opérateurs, on a une double casquette. On doit répondre à une temporalité courte. Notre projet, par exemple, il se finit là en 2040, mais on a d'autres projets, c'est 2022. Et on a l'obligation, en tant qu'aménageur public, de fournir des outils pérennes sur 30 ans, par exemple. Et donc, comment est-ce qu'on va faire si on n'empile pas, par exemple, des codes sur des codes et ça, c'est notre gros souci, c'est comment rendre accessibles les données sans forcément les mettre à jour tout le temps, enfin, dans des formats d'anciens, des outils qui étaient anciens, qui ne sont pas forcément obsolètes pour les usages qu'ils font, mais dont le hardware ou le software ne permet pas le réusage, et donc on se retrouve avec des couches de matériel, et c'est ça aussi ce qui nous pose souci, en fait. Ce que je voulais dire, c'est que l'un n'exclut pas l'autre non plus. Il peut arriver, enfin c'est même normal qu'au sein d'une entité, on se pose la question d'avoir un entrepôt de données centralisé pour l'entreprise, enfin l'organisation. Par exemple, dans le monde de l'entreprise, c'est souvent comme ça que ça s'organise, où l'entité va créer un entrepôt pour l'ensemble de ces données. Alors, en fonction de la taille de l'entreprise, ensuite, c'est plusieurs entrepôts, mais ça peut faire du sens d'avoir toutes les données qui sont consolidées au sein d'un entrepôt pour ensuite pouvoir les croiser entre elles et faire des analyses. Là, l'espace commun de données, on est sur une problématique où on est avec des acteurs multiples et un écosystème divers. Et donc, on est sur un autre type d'objectif. Mais ce que je voulais dire, c'est que mettre au sein d'un entrepôt de nombreuses données n'est pas une mauvaise solution non plus en soi. Ça dépend vraiment de l'utilisation que vous voulez en faire et au sein de quelle entité ou écosystème vous retrouvez quand vous faites le projet. Et sinon, je voulais juste dire, j'imagine que ça sera un document public, mais si on atterrit au sein de la DINUM sur une définition des espaces communs de données et des premières pistes d'orientation, bien sûr, on vous le partagera pour que vous puissiez en bénéficier également.